Bonjour à tous et merci. Bienvenue à vous dans ce plateau spécial qui intervient pendant cette période de campagne électorale. C'est vrai, on part des élections, mais rien ne nous interdit de parler de questions de la République, de parler structurel. Aujourd'hui, c'est vrai, il y a des candidats qui prétendent vouloir briguer la présidence de la République, un deuxième mandat pour certains et un nouveau mandat pour d'autres. Mais la question, quel est l'état des lieux de la République aujourd'hui, pendant cette période électorale? Quelle est la situation que nous vivons actuellement, mais aussi en termes de perspectives, comment repenser les Congos de demain? Pour en parler, nous avons un invité, il s'agit d'Alexandre Choué. La plupart des gens le connaissent déjà parce qu'on a eu l'habitude d'échanger avec lui sur ces questions. Il est économiste, aujourd'hui consultant dans des firmes au niveau international, mais aussi ancien conseiller au niveau de la primature qui a traversé presque les différents gouvernements. Et aujourd'hui, il est dans sa casquette, je dirais, à la fois mi-technocrate, mi-politique. On va évoquer de questions de la République, on va faire un état des lieux de la République, on va parler de l'évolution du processus électoral, mais également on va évoquer les perspectives d'avenir dans différents secteurs. Et pour co-animer cette émission, je suis avec Marlon Kachamou, un journaliste chevronné de la République que vous connaissez d'ailleurs. Marlon, bienvenue. Merci à vous, Diana. C'est un plaisir et je crois qu'on va commencer par la question générale avant de présenter l'invité. Alexandre Choué, merci et bienvenue à vous également. Merci. Alors, de manière générique, de manière sommaire, on veut parler de la République. Aujourd'hui, c'est vrai qu'il y a une sorte de cristallisation sur le processus électoral, mais cela n'empêche pas qu'on parle de la République parce que d'ailleurs, c'est ça pour moi la base qui peut permettre à ce que chacun soit élu sur base d'un programme ou encore des propositions. Mais de manière sommaire, vous, sur un regard économique, quel est l'état de la République aujourd'hui? Et si vous voulez, vous pouvez aller sur l'approche politique. Comment évaluer la République démocratique du Congo aujourd'hui, 5 ans après le premier mandat de Félix Tshisekedi? Merci d'abord pour cette occasion que vous me donnez de pouvoir échanger avec vous sur ces questions importantes de la République, parce qu'il est toujours important d'avoir un regard observateur assez profond pour comprendre ce qui est et dire ce qu'il faudrait dire pour éclairer l'opinion, mais également orienter l'action future, parce que nous devons être dans une dynamique de transformation. Les erreurs sont une possibilité, mais on ne doit pas se lamenter, on doit plus regarder de l'avant et se dire que nous pouvons corriger nos erreurs et marquer le pas. Et donc, la réflexion est toujours importante. Alors, en ce qui concerne notre pays, nous devons dire RDC est un pays sous-développé et les problèmes qui font que nous soyons un pays sous-développé sont des problèmes structurels qui remontent à plusieurs années. Ce qui fait que le pouvoir actuel a hérité d'une situation de sous-développement. Je ne dis pas qu'il faudrait caresser cette situation de sous-développement. Il faudrait certes mettre en œuvre des actions pour pouvoir renverser la tendance et aller de l'avant, mais la situation est très difficile et ce n'est pas en 5 ans que l'on peut changer le cours des choses. Mais cela n'exonère personne parce qu'il est toujours possible de faire quelque chose pour améliorer. Alors, une question, est-ce qu'à ce stade ici, vous pensez que rien n'a été fait? Ou si ça a été fait, sur une échelle de 1 à 10 il n'y a jamais eu de vide là où vit l'homme. Si l'homme est là, c'est qu'il y a eu quelque chose qui a été fait. Peut-être que c'est à 4 sur 10 sur l'échelle, mais au moins, je ne peux pas dire qu'il y a un vide. Le dire, c'est être malhonnête. Je ne suis pas malhonnête. Mais la continuité a été assurée? Il y a certains projets qui ont été exécutés pendant ces 5 années ici, qui ont été initiés par le président Kabila. Donc, c'est la continuité, c'est un principe normal. Et des fois, quand les gens essaient de comparer Tshisekedi, Kabila, Mobutu, tout ça... Mais ça a toujours été comme ça. Hein? Oui, mais on doit dépasser ce stade-là. Je pense que nous devons réfléchir à la République et non pas regarder les individus. Kabila a fait ce qu'il a pu faire et je ne suis pas moi malhonnête. Il a porté plusieurs réformes. Il faut le dire. Kabila est parti, Tshisekedi arrive, il trouve le pays à un niveau donné. Il y a eu des crises comme la Covid-19. Ils ont essayé de faire ce qu'ils pouvaient faire et en 2022, ils ont pu faire 8,9% de croissance. Mais il y a quand même beaucoup de choses à corriger. Nous devons être honnêtes. Donc, c'est pour dire que les choses s'inscrivent dans une ligne de temps et nous devons plus les regarder avec objectivité et dépassionner le débat, ne pas regarder les individus, mais regarder ce qui nous relie ou qui nous mais quand vous dites qu'il y a beaucoup de choses à corriger, vous faites allusion à quoi de manière concrète? Parce qu'il ne faudrait pas que nous restions superficiels. C'est parce que vous m'interrompez, si vous me laissez avancer. Voilà, donc je dirais d'abord ceci, sur le plan purement économique. Ça va? Le pays a connu un moment de réforme important avec Kabila. Il y a eu beaucoup de réformes importantes au niveau des finances publiques et ça nous a même permis d'atteindre le point d'achèvement en 2010.
il y a eu Matata comme Premier ministre, il y a eu des réformes qui ont continué, et on a organisé les élections en 2018, et le pouvoir tchèque est arrivé. Ils sont arrivés à un moment assez difficile parce que la Covid est arrivée, nous devons le dire, mais... sans oublier la crise russo-ukrainienne. Oui, la crise russo-ukrainienne qui est arrivée après, mais il y a eu quand même beaucoup de difficultés, parce que la crise elle-même de la Covid a eu un impact terrible sur toute l'économie mondiale. Et donc les économies avancées étant touchées, les nôtres aussi n'ont pu être touchées. Il y a eu beaucoup de difficultés, mais cela ne veut pas dire qu'on ne devait pas faire bien les choses. Il y a des choses qui ont été faites, des mesures qui ont été prises pour essayer de contenir la pandémie. Ce que moi j'ai déploré, je le dis tout, c'est que plusieurs chefs d'État africains se comportent des fois par mimétisme, c'est-à-dire qu'ils n'ont pas pris le temps d'analyser en profondeur la question, et parce que la France a levé telle option directement, Sénégal, tel pays, non, ça c'est pas... copie à l'aveuglette. Oui, c'est pas une bonne façon de faire les choses. Nous devons tenir compte de nos réalités, parce que la France a la capacité de débourser aujourd'hui 1000 milliards peut-être d'euros pour intervenir. Quel est le gouvernement africain qui a cette capacité-là? Quand la France prend des mesures, elle sait pourquoi elle le prend et avec les moyens qu'elle a. Mais ce n'est pas le cas. Donc nous devons éviter des actions par mimétisme. Et donc, on n'a pas géré la Covid tenant compte du contexte congolais, c'est ça? Non, il y a beaucoup de choses qui ont été faites de manière imagée, pas avec beaucoup de profondeur. La preuve en est qu'on avait mis une barrière ici, n'est-ce pas, sur le pont pour descendre en ville, mais les gens donnaient 1000 francs pour traverser. C'est pas digne pour un pays. On doit faire un effort pour éviter ce genre de choses. La corruption, ça sont des choses qui affaiblissent l'État. On doit lutter contre ça. Donc, je voulais faire remarquer qu'il y a eu des difficultés et il y a eu des réformes qui fait mener. Il y a d'autres qui ont continué, d'autres n'ont pas continué aussi. Il y a aussi beaucoup de ratés dans les réformes. Une épreuve, c'est que par exemple, en 2020, pendant qu'il y avait la Covid, on a suivi le ministère des Finances à l'époque, signé avec la Banque centrale, un pacte de stabilité pour dire que dorénavant, on ne va plus recourir aux avances de la Banque centrale pour financer les dépenses d'État. Or, la LOFIP, la loi déjà l'interdit. Donc, en d'autres termes, c'était une façon de reconnaître que nous avons violé la loi, ce qui n'est pas une bonne chose. Donc, il y a lieu quand même de faire des efforts. Et dans le domaine des finances publiques, il y a beaucoup de ratés. Je le dis parce que je suis économiste et je sais ce que je dis. Vous vous accrochez, Mordicus, dans ces domaines-là de finances publiques. Est-ce qu'il y a un manque d'expertise dans ces domaines en République démocratique du Congo pour sortir de ces carcans? D'abord, il faut avoir la volonté et la force d'agir. Et pour ça, il faut se soustraire de certaines choses. Parce que quand vous touchez à certaines choses, à l'argent, à la corruption, ou vous faites des faveurs là où il ne fallait pas, c'est fini, ça vous affaiblit. C'est ça le problème. Et il faut qu'il y ait un homme nouveau capable de dire non, non et non. Quand une entreprise déclare, par exemple, qu'elle a fait une perte, mais il appartient à la DGI, par exemple, de faire une mission pour s'assurer que la déclaration est bonne. Mais ce n'est pas le cas. Quand la DGI ose faire ça, ce sont des coups de fil qui circulent à gauche à droite pour interdire à la DGI, par exemple, de faire un tel travail. Comment vous comprenez ça? Partout au monde, nous savons que quand quelqu'un ne paye pas les impôts, le fisc tombe sur lui, c'est terrible. Même en Amérique, et même si c'était Michael Jackson. Mais en RDC, quand les gens font des mauvaises déclarations et qu'on fait des redressements, il est reconnu, soit au ministre, soit au directeur général, le droit ou la capacité d'interférer pour corriger encore. Mais non, il faut que les gens sentent la rigueur, on doit payer les impôts. Je suis prêt à parier que si on remet de l'ordre dans le système des finances publiques, notre budget dépasserait 25-30 milliards de dollars. Mais permettez-moi, prof, de vous reposer cette question. Vous évoquez cette léthargie au niveau du contrôle et autres sur le plan financier. Mais aujourd'hui, je crois que c'est d'ailleurs l'élément qui fonde un bilan aujourd'hui. Quand on vous parle de l'efficacité de l'IGF, c'est contrôle en amont qui a permis à ce qu'aujourd'hui, qu'on dissipe un peu cette culture-là d'aller tripatouiller dans les caisses de l'État, quand on parle aussi de la réactivation de la Cour de compte qui a quand même repris un peu de la poêle de la bête, et quand ça s'est justifié par des résultats du genre en termes de mobilisation de recettes, à quel niveau ces finances publiques l'ont empêché? Est-ce dans la redistribution, dans le programme? Dites-nous un peu, parce que ce que vous dites, lorsque vous avez le Congolais qui regarde, ça posera beaucoup de questions. Vous avez la possibilité de faire 18 sur 20 et que vous faites 10 sur 20, ne soyez pas fiers de vous. Ah d'accord, c'est-à-dire que oui. Vous pouvez faire mieux que ça. Oui, il y a beaucoup de niches qui sont sous-exploitées jusqu'à aujourd'hui et ce n'est pas correct pour ce pays qui a besoin d'argent pour financer plusieurs secteurs vitaux comme l'éducation, la santé, les routes, l'énergie. Les Congolais ne vivent pas correctement. On rentre à la maison, on commence à prier pour avoir du courant.
Est-ce que c'est normal pour un pays comme la RDC, avec tout ce que nous avons comme dotation en ressources naturelles, en termes d'énergie solaire, éolienne? Non. Ou avec nos cours d'eau, notre hydrographie est tellement riche que la RDC ne mérite pas de vivre dans des situations de délestage, de coupures intempestives au niveau de la fourniture d'électricité. Mais la question de Marlon Kachamou reste pendante. Pensez-vous qu'il y a, parce qu'on ne mettra pas la responsabilité sur le chef de l'État, il y a un ministre des Finances, il y a deux gens qui sont censés être des techniciens. Est-ce qu'il y a un problème de compétence à ces niveaux-là? Compétence, je ne sais pas, mais la compétence se lie à travers les actes. Parce que c'est facile, les gens disent tout moment que je suis compétent. Nous voulons voir les résultats. C'est-à-dire qu'on vous confie un secteur, posez les actes, montrez-nous ce qui a été fait et on va applaudir. C'est tout ce que le Congolais demande. Le Congolais ne demande pas plus. C'est-à-dire qu'il faut agir, mais dans le sens des intérêts de la population. Et pour cela, il faut poser des actes. Moi, j'aimerais qu'aujourd'hui, on arrête totalement les interférences. Plus question que quelqu'un vienne interférer dans la collecte des recettes publiques. Okay. Qui que vous soyez. On retire au ministre des Finances certaines prérogatives d'intervention. Même au DG de la DGI, il faut leur retirer tout ça. Il faut laisser la loi être appliquée pour tout le monde avec toute la rigueur. Et quand il y a des... Vous parlez des personnes ou des institutions? Les institutions, vous les voyez à travers qui? Les gens qui l'animent. Donc il y a un problème d'animateur. Mais bien sûr, mais quand il y a des mesures à prendre et qu'on ne prend pas, vous voulez qu'on dise quoi? Parce que je dis bien qu'il y a des interférences. Je suis enseignant à l'université, j'ai des cours à beaucoup de gens et je parle avec mes anciens étudiants qui sont partout. Ils vous diront, pour ceux qui sont à la DGI, qu'il y a des problèmes, à la DGRAD, même à la DGDA. Bon, comment vous expliquez par exemple qu'un directeur, par exemple, de la DGI ou un cadre de la DGI soit conseiller fiscal d'entreprise commerciale? Donc il est là, côté État, pour l'imposer, et il est là comme conseiller. Mais il y a un conflit d'intérêt. Et c'est ce qui se fait. Il y a des gens qui utilisent leur position parce qu'ayant été X ou Y dans ce pays, ayant des carnets d'adresse, ils interfèrent pour gommer les paiements que les gens doivent au fisc. Ça se fait, c'est connu. Si moi je vous en parle, c'est qu'on me l'a dit. Je suppose que ceux qui ont des fonctions, le Premier ministre, le Président de la République et les autres ministres devraient avoir l'information parce que les services de renseignement fonctionnent. Permettez-moi de citer nommément Matata Ponyo, ancien Premier ministre de la République démocratique du Congo, qui a parlé de ces pays. Il faudrait une refondation de ces pays. Par rapport à vos dires, vous corroborez à ce qu'il a avancé comme argumentaire? Bon, je ne connais pas très bien son argumentaire, mais ce qui est vrai, c'est que le pays a besoin de réformes profondes. Et pour moi, les réformes, c'est pas chanter qu'on a pris autant de lois, tout ça. Je voudrais qu'on prenne des mesures, des actions concrètes, où on voit que oui, cette pratique était faite, maintenant elle est totalement abolie, on ne le fait plus, et on voit les recettes augmenter, et quand les recettes augmentent, on sait les utiliser correctement, et la population sent ça. Il y a des indicateurs qu'il faudrait suivre. Okay. Et là, jusque-là, on est encore très loin du compte. Très loin du compte. Le Congolais n'est pas encore satisfait. Et il y a des raisons, parce que quand vous entrez en détail, quand vous regardez même les inégalités qu'il y a dans les traitements des salaires, ça dérange. J'ai suivi ça sur Twitter, sur X aujourd'hui, et il y a plusieurs publications, des gens qui disent que voilà, à l'époque de 2012 à 2016, le professeur de l'école gagnait $180, et aujourd'hui on a augmenté, mais avec l'expression monétaire c'est 150. Oui, 180, 150, il n'y a pas de pas, c'est la même chose, il n'y a pas eu de changement peut-être. Mais ce qui est choquant, c'est quoi? C'est que même à l'époque, quand on payait 180 là, mais il y avait des gens qui, pour le week-end, recevaient peut-être $400 chaque week-end. Comment vous comprenez ça? Une personne reçoit 400, $500 pour son week-end. Mais un professeur qui enseigne nos enfants, qui nous enseigne tout un mois de travail de 180, et qui va se vanter? Il faut corriger. Je préférerais que nous puissions nous regarder en face tous, et les anciens dirigeants, et les actuels, que l'on puisse dire nous avons péché. Et on demande pardon à Dieu et au peuple, et on change le regard et on commence à corriger. Et la première chose, c'est commencer à réduire les inégalités. Parce que les finances publiques ont aussi pour objet de réduire les inégalités sociales. Bon, le chef de l'État il parle souvent. A prié, hein? Oui. En fait, prier, c'est une chose. Il a dédié la République démocratique du Congo entre les mains du Seigneur. La prière. Nous croyons que ça va aller. Non, on peut passer à une autre question. La prière, c'est peut-être une parenthèse que j'ai refermée rapidement. Non, on peut avancer. C'est important. La prière, c'est une déclaration, mais il faut qu'elle se traduise par des actes. Et c'est ça la grande invitation. C'est-à-dire que nous devons dire des choses et les faire. Dire qu'il faut refonder l'État, c'est bien. Mais il faut poser les actes pour refonder. Ok, on va quitter Matata Ponyo, on va revenir. Vous évoquez souvent la question de la volonté. Oui.
Vous avez tout à l'heure parlé de réduire les inégalités salariales, parce que vous avez parlé des enseignants qui, c'est vrai, quand on quitte de 120, 150 000 francs à 410 500, pour vous, est-ce qu'il n'y a pas de volonté à ces niveaux-là? Bon, je prends un secteur plus précis, c'est-à-dire je parle du secteur de l'EPST, on a initié la gratuité, mais il fallait résoudre le problème des enseignants. Ils quittent de 120 à 410 000 francs congolais. À ces niveaux-là, on parle de la volonté, vous avez parlé de sincérité. bon, c'est une volonté, mais il faut que la volonté soit totale. Bah, c'est quoi une volonté? C'est-à-dire que vous passez de tel montant à tel montant sans que le pouvoir d'achat change, c'est pas intéressant aux yeux du consommateur. Parce qu'en fait, nous devons noter une chose, c'est que quand nous posons des actes, c'est pour aider réellement la population à sentir un changement positif dans son vécu, pas dans le nominal. Parce que les chiffres, ce sont des valeurs nominales. Il faut justement veiller. C'est pour ça qu'il faut que les efforts soient multiples et conjugués. Vous augmentez l'enveloppe salariale d'un côté, et de l'autre côté, faites un effort pour maintenir la stabilité, pour préserver le pouvoir d'achat. Là, les gens gagnent et ils applaudissent. Mais si vous augmentez en termes nominal et que les prix augmentent de manière plus rapide... Là, vous évoquez l'unicité de l'action gouvernementale, mais en termes de volonté, c'est là où on voulait attendre. Non. Parce que vous avez beaucoup fait part de la volonté. Aujourd'hui, les gens estiment que le chef de l'État, au-delà du fait qu'il manquerait des techniciens à côté pour pouvoir répondre à sa vision, mais lui, il a suffisamment cette volonté et cette envie de faire les choses différemment. C'est bien, est-ce que vous le concédez? Non, c'est bien. En fait, on le dit, il le dit, on le dit, c'est bien. Mais il faut pousser les gens. Parce que c'est le chef, il doit pousser les gens. Parce que moi, personnellement, excusez-moi de vous dire ça, puisqu'on parle de l'année en cours ici. On nous a dit que le pays a des milliards en termes de réserves. Mais la monnaie nationale s'est effritée pendant 7-8 mois ici. Moi, j'attendais que le Parlement interpelle le ministre du Budget, Finances et gouverneur de la Banque centrale. N'est-ce pas qu'aujourd'hui, on a lu différents rapports de l'ODEP qui nous présentent un non-respect des principes classiques au niveau de l'exécution des dépenses de l'État? Mais est-ce que le Parlement a interpellé? Il était intéressant que le Premier ministre convoque le ministre des Finances, le ministre du Budget et la gouverneure pour leur demander, mais comment se fait-il que la chaîne n'est pas respectée? Parce que cette chaîne-là est établie pour question de transparence. Les finances publiques, ça se gère avec des règles. Il aurait dû taper sur la table et poser la question. Et si ce n'est pas clair, il fait rapport au président de la République, on prend des mesures. Mais apparemment, vous êtes contre toutes les actions posées par les institutions de la RDC. Hein? Non, vous n'avez pas compris. Cher ami, nous devons aimer le pays. C'est-à-dire quoi? Là où ça ne marche pas, ça ne marche pas. Là où ça marche, nous le dirons. La volonté y est ou pas? J'ai dit ceci, la volonté du chef, ça se dit, c'est bien, mais il faut que l'action puisse suivre totalement. Ça cale au niveau du pouvoir d'achat. Je pense qu'il aurait dû prendre des mesures pour interpeller certains membres du gouvernement sur certaines questions qui fâchent. Parce que vous dites qu'il y a des réserves en augmentation, le chiffre est historique, mais le taux s'est déprécié et on a laissé ça. Or, la dépression monétaire, ce sera un coût en bien-être. Les problèmes seraient-ils transversales, selon vous? Oui, mais monsieur, les matières sont transversales. Il n'y a pas d'isolement. Mais le problème, c'est qu'il faut qu'il y ait un suivi, et le Premier ministre doit renforcer son suivi pour bouger les acteurs, pour qu'ils puissent se comporter comme ils sont. Donc le Premier ministre ne renforce pas son suivi, c'est ça? Il doit renforcer. Il ne le fait pas. Ah mais bon, je vais encore plus loin. Nous disons ceci. En 2022, la crise en Ukraine a surgi. On prend des mesures. Parmi les mesures qu'on a eu à prendre, on a payé plus de 500 millions de dollars de subventions. On a suspendu certains éléments de la fiscalité, notamment la TVA. Mais malgré ça, l'inflation en RDC a été supérieure à la moyenne de la région Afrique centrale. Et les autres pays qui n'ont pas pris les mêmes mesures ont connu un niveau faible d'inflation. Mais il faut se poser des questions. Nous allons sur le marché. On prend des mesures de suppression de la TVA. Ça suppose que c'est pour maintenir les prix bas. Mais tout le monde se plaint que les prix ont augmenté. Qu'est-ce qu'on va en conclure? Qu'il y a un problème de suivi. Au niveau du ministère de l'économie, du ministère des Finances, il faudrait que l'on regarde un peu plus près ce qu'il y a. Donc je demande que l'on puisse se renforcer. C'est bien d'annoncer des bonnes mesures, mais il faut les appliquer jusqu'à la dernière minute pour que l'on obtienne les résultats. Et quand on obtient ça, le peuple sera content. Parce que le peuple n'a que besoin de ça, le peuple ne demande pas autre chose. Ok. On va passer à la deuxième question aujourd'hui. C'est vrai, on va pas s'éterniser sur la question de l'économie puisqu'on est encore dans l'état des lieux de la République. Parlons un peu politique, je crois qu'avant. Parlons un peu sécurité. Aujourd'hui, la question l'épineuse question de la sécurité, c'est la situation de l'Est. Est-ce que, au regard de la manière dont le chef de l'État gère cette situation, à quel degré établissez-vous votre satisfaction ou à la limite, s'il faut changer, qu'est-ce qu'il faudra changer à ces niveaux-là? Bon, le problème est un problème structurel, parce que cette crise sécuritaire à l'Est de la RDC a commencé à très longtemps.
C'est déjà à l'époque du président Mobutu que la crise sécuritaire a commencé. Et je peux dire que la question a été mal gérée. La preuve en est qu'elle a duré. Si elle était très mal gérée, je pense qu'on aurait réglé la question depuis. Mais si elle persiste, c'est qu'elle était mal gérée. Et donc, c'est devenu un problème structurel. Et ce n'est pas facile, certes, de régler ça, parce que selon les analystes et les informations qui nous parviennent, nous arrivons à établir qu'il y a aussi un problème d'infiltration au niveau des services de l'armée, de la police, bref, tout ça sont des éléments assez difficiles. Le gouvernement a essayé ce qu'il pouvait faire. Bon, il y a eu certains choix qui ont été opérés, certaines actions qui ont été menées. Au départ, l'approche était de vouloir établir de l'amitié avec nos voisins, mais ça n'a pas abouti. Tout le monde le sait, on est à Kinshasa, ça n'a pas abouti. Et on a recouru à l'EAC, ça n'a pas abouti également. Et là, maintenant, c'est la SADC. Qui est parti oui, tout récemment ici, et là, maintenant, c'est la SADC. Donc, je pense qu'on devrait prendre un peu de recul et chercher à régler cette question une fois pour toutes. Parce que cette question est importante. On a perdu beaucoup de nos frères et de nos sœurs à l'Est. Et on ne peut pas continuer ainsi. Et moi, je condamne nos partenaires extérieurs parce que quand il y a des problèmes en Ukraine, on voit comment est-ce que les gens se déploient rapidement pour intervenir, pour appuyer. Mais en RDC, ce n'est pas le cas. Parce que les vies congolaises n'ont pas d'importance. Non, nous devons changer. Il faut que l'on puisse arrêter ce genre de choses. Mais ce n'est pas aussi un problème de responsabilité interne? Les embargos qu'on a pris là pour la RDC, quelles sont les vraies raisons? Quelles sont les vraies raisons de ces embargos qu'on a pris? Parce qu'on a tous suivi ici le président de l'Assemblée nationale, Mbosoko Diampouanga, qui a déclaré, séance tenante, sortez des groupes armés. Il a dit, il a dit même qu'il connaissait nommément les gens qui se retrouvent dans des groupes armés. Mais jusqu'à aujourd'hui, aucune action... Merci. Mais justement, ça montre qu'il y a que Mwanga Chouchou qui... Oui, mais ça montre qu'il y a un problème au niveau du fonctionnement de l'État. Voilà pourquoi j'ai parlé des problèmes internes ou des responsabilités internes. Oui, je pense que ça montre que les institutions ont un problème. Parce que comment est-ce que le numéro 2, la politique en RDC, fait une telle déclaration et il ne s'ensuit rien du tout en termes d'action. Si, il s'en est suivi le procès Mwanga Chouchou. Seulement Mwanga Chouchou. Oh, cher ami. Il a parlé des personnes. de plusieurs personnes. Oui, mais on ne va pas aller vite en besogne. Il y a Mwanga Chouchou, peut-être après, il y aura d'autres. Après quand? Et dans le temps, combien sont nos frères qui meurent là et nos sœurs qui meurent là? Non, cher ami. Mais vous avez dit c'est complexe, non? C'est pas par exemple la déclaration. Complexe, oui, mais parce qu'il a dit qu'il connaissait ces gens-là, je pense qu'il est important qu'une action sérieuse soit menée au nom de l'intérêt des Congolais. Ça, c'est une chose importante qu'il faut faire. Il faut le faire parce que ça ne va pas. On ne peut pas tolérer ça. Mon frère, mes frères, nous sommes ici, il y a des choses que nous ne vivons pas comme réalité, que nos frères vivent à l'Est. Nous devons faire un effort pour que ça s'arrête. C'est le sang congolais. Oui, parce que vous aimez les réformes. Moi, je vais parler sur cette question de l'Est. Vous avez tout à l'heure évoqué la complexité de cette situation. On le sait, très mal gérée dès le départ. Aujourd'hui, moi, j'ai eu le temps de lire Charles Onana dans l'Holocauste du Congo. On s'est rendu compte que finalement, cette guerre-là a plusieurs têtes. Mais aujourd'hui, quand on parle de réforme, sur la question de l'Est, c'est vrai, on a pris l'approche d'aller établir une amitié pour pouvoir résoudre le problème de la sécurité, mais l'économie n'a pas résolu ces problèmes. Est-ce que militairement, ce qui est fait maintenant, la posture de Kinshasa de ne plus aller aux tables des négociations, l'initiative du chef de l'État dans la loi de la programmation militaire, d'établir des attachés de défense dans chaque ambassade pour pouvoir anticiper et discuter des questions sécuritaires, vous paraît plausible pour pouvoir aller jusqu'au bout de cette crise? Mon cher ami, au stade actuel, ça c'est mon point de vue personnel, je pense que cette question doit être réglée par la force. On a perdu trop de nos frères et de nos sœurs à l'Est. Moi, je pense prendre les armes. Oui, il faut que ce soit un coup de force. Nous en avons les moyens. Nous avons les moyens. Mais, cher ami, faisons une analyse. Si le Rwanda est en train d'appuyer le M23, quel est le PIB du Rwanda? Le PIB. Mais on dit souvent que le Rwanda n'est que le bouc émissaire. Non. Derrière, il y a les grandes puissances. Oui, d'accord. Oui, mais et tout le monde le sait. Des mercenaires. Tout le monde le sait. Oui, d'accord. Et nous, on n'a pas les moyens pour prendre ces mercenaires-là. Si vous parlez des mercenaires. Parce qu'il y a certains pays africains ici qui ont des difficultés sur le plan sécuritaire. Qu'est-ce qu'ils ont fait pour essayer un peu de rééquilibrer le jeu? On n'a pas les moyens, vous pensez? C'est parce que nous gérons mal aussi beaucoup de choses. Parce qu'il y a des gens ici qui vous offrent des $1 million. On a activé les réservistes. Ils ont eu l'argent. Le Ouazalendo, vous avez vu? Non, la gestion des réservistes aujourd'hui. Il y a des gens ici à Kinshasa, quelqu'un peut t'offrir $1 million comme ça.
Et il a eu ça où? On ne sait pas. Comme Marlon Kacham, où il peut montrer un million. Oui, oui, mais il a eu ça où? C'est la grande question, parce qu'en Occident, quand quelqu'un manipule de telles sommes d'argent, on doit savoir ça vient d'où. Mais les gens font ça. Et ils travaillent pour l'État. Ça suppose que ça vient de l'État. Mais pourquoi ne pas boucher les trous et recentrer les énergies sur ce qui est essentiel? Donc cette insécurité est complexe alors? Oui, complexe, mais on peut trouver une solution. Et il faut chercher une solution. Il faut mettre en place un mécanisme, une stratégie. Est-ce qu'on a déjà mis sur place toute une stratégie adéquate pour pouvoir attaquer ce problème? Est-ce qu'on en parle assez? Si, il y a on en parle assez. Pour une première fois, on a une loi de programmation militaire. Non, ça c'est un instrument de finances publiques. C'est juste pour essayer un peu de garantir des moyens au secteur de la sécurité. Le moyen logistique. Mais en réalité, il y a des problèmes. Même à l'époque 1+4, par exemple, je me rappelle, on avait raté d'atteindre le point d'achèvement. Et quand on nous demande pourquoi, oh non, voilà, on a utilisé l'argent pour financer la guerre. Mais à l'époque, le général Moussa Mabé se peinait pour dire qu'on donne des munitions qui ne sont pas compatibles aux armes que nous avons, par exemple. Vous voyez, donc il y a des contradictions. Comment vous pouvez expliquer quelque chose pareil dans un pays sérieux? Donc bref, il y a beaucoup de problèmes, mais faisons table rase à cela, prenons l'engagement de mettre un terme à cette situation et sortons tous ces groupes, sécurisons la partie est du pays, donnons à nos frères et sœurs qui sont au ce coin-là l'occasion de vivre en paix. Vous en parlez, on dirait que c'était autant facile. Sinon, c'est une guerre qui dure depuis plus de 2 décennies. Et puis nous connaissons la provenance, hein, nous connaissons la source. Le comble est qu'aujourd'hui, quand on décide de mettre en mal le M23, c'est les États-Unis qui sortent. Cette situation viole nos intérêts. Pourtant, nos partenaires traditionnels aujourd'hui, le Congo vit aussi avec la perfusion du Fonds monétaire international. On a repris le programme avec la Banque mondiale. Est-ce que ce n'est pas des contraintes de nature aussi? Non. Et puis vous avez évoqué un exemple là concernant l'Ukraine. Oui, mais justement, on est presque esselé. Attendez. Est-ce qu'il est important que le Fonds monétaire vienne ici en RDC pour nous rappeler à nous Congolais que pour dépenser l'argent de l'État, il faut suivre les 4 étapes classiques? C'est vous l'économiste? Oui, parce que nous l'enseignons. Vous connaissez ces institutions mieux que nous. Non, je dis, ça c'est... Vous étiez avec Matata, vous l'avez fait ou pas? J'étais aussi avec Mouzito. J'étais aussi avec Ouaggaro. J'étais aussi avec Madibanga. Oui. Non, mais il faut le dire, les réformes ont été envisagées. Je crois que c'est Fifouta qui est à la base de la chaîne de la dépense. On a commencé à faire des efforts pour faire respecter cette chaîne-là. C'est vrai qu'il y a toujours des ratés, mais il fallait qu'on consolide. Et aujourd'hui, il y a quand même beaucoup de dérapages. Les rapports de l'ODEP nous font remarquer que la chaîne n'est pas respectée. Est-ce que c'est au fond le cas de nous rappeler des choses élémentaires, alors que nous devons le faire pour l'intérieur du pays? Des choses élémentaires. Mais oui, c'est élémentaire. Il faut que le ministre sectoriel procède à l'engagement, le budget liquide, et ensuite on passe à l'ordonnancement, et après on va faire le paiement. Mais comment on bafoue cette chaîne et on trouve ça normal? Et dans certains forums où nous discutons, il y a eu des questions qui ont été soulevées sur la conclusion de la 5e revue. Parce que dans le document du Fonds monétaire, il y a beaucoup de hic sur le respect des procédures, par exemple. Mais nous connaissons la fermeté de la Banque mondiale. On l'a vu plusieurs fois, mettre un terme à des programmes de financement. Mais pourquoi ils ne le font pas s'il y a de hic? Il faudrait que nous-mêmes, nous soyons conséquents. Disons que nous aimons notre pays. Donc le problème est interne. Mais l'homme congolais est au centre de tous les problèmes d'abord. C'est ça le problème, c'est ce que je voulais faire remarquer. Dans l'homme, il y a le chef de l'État aussi. Mais il est congolais comme tout le monde, mais il a aussi pas de responsabilité. Il a une très grande part de responsabilité. Mais oui. Ça, c'est non. Mais cher ami, vous savez, c'est ce qui nous dérange, c'est que nous sommes trop flatteurs. Quand vous avez l'occasion de voir le chef de l'État, allez, dites-lui certaines choses telles qu'elles se présentent pour l'aider. Parce qu'il y a des gens, quand ils arrivent devant le chef, il commence à lui raconter des histoires autres que ce qu'on devait lui dire. Vous avez été avec Kabila? Vous l'avez vu? Oui, vous avez échangé avec lui? Non, pas directement. Vous avez posé votre problème? J'ai travaillé avec... Mais par la prémisse d'autres personnes? Mais bien sûr, j'ai travaillé avec plusieurs premiers ministres et je leur ai parlé. J'ai parlé avec plusieurs premiers ministres et j'ai beaucoup discuté avec le président Matata. Servez-vous de ces plateaux pour parler au président de la République? Non, mais... Il vous écoute. Oui, non, mais je lui dirais clairement qu'il y a des mesures qu'il doit prendre et il ne doit pas laisser passer certaines choses. J'ai suivi Jean-Marie Kassamba. Soyons pragmatiques. Quelles sont les mesures? Ce plateau est fait pour ça. Allons-y progressivement. J'ai suivi d'abord Que retenir de l'année 2023? Allez d'abord. J'ai suivi Jean-Marie Kassamba et il dit ceci. Il dit que le président de la République est quelqu'un de très élégant. Il est convivial, il vit bien avec les gens. Et c'est sa bonté des fois
qui fait que des fois, il a du mal à sanctionner les gens. Mais je pense qu'il y a beaucoup de choses qui se font, il doit prendre des mesures. Il y a des choses qu'on nous dit qui sont contradictoires et qui doivent déranger. On nous a parlé de 324 millions ici de la francophonie. Moi, je m'attendais que le Parlement puisse interpeller les ministres des Finances pour qu'ils expliquent davantage ce qu'il y a et qu'on sache, par exemple. Mais il a largué un communiqué expliquant tout. C'était de la surenchère. Pardon? On est dans un pays de buzz. Après, on s'est rendu compte que c'était un bad buzz. Mais c'est lui-même qui a parlé, n'est-ce pas? C'est lui qui paye, c'est lui-même. Il ne faut pas qu'il y ait un problème. Non, il faut que l'on tire au clair certaines choses. Et ça, ce sont des questions qu'il faut évoquer. On nous dit qu'il y a un niveau historique des réserves. Mais le taux de change fait que s'effriter. Jusqu'aujourd'hui, le taux est en train de s'effriter. Mais qu'est-ce que vous voulez que la population retienne? Mais il faut interpeller ces gens, ces acteurs, pour leur dire, mais comment vous dites ça, ça, mais pourquoi est-ce qu'on n'utilise pas ces réserves pour ça, par exemple? Au niveau de la collecte des recettes, qu'est-ce qui dérange? Mais il faut aller en profondeur. Je vous dis qu'il y a beaucoup de problèmes. J'ai parlé des interférences ici dans la collecte des recettes. Mais allez à la DGI. Comment vous expliquez qu'un des cadres soit à la fois directeur là-bas et dans les entreprises commerciales? Non, il y a des problèmes. Voilà, donc, avant de prendre le deuxième palier, on va enchaîner. On va prendre des questions succinctes pour vous permettre de gager toute la matière que vous avez. Commençons par l'approche économique. En quelques lignes, que retenir de l'année 2023? Quand je parle de que retenir, qu'est-ce qui a été bien fait? Qu'est-ce qui n'a pas marché? Qu'est-ce qu'il faudra faire pour peut-être l'année prochaine, mais aussi peut-être pour le prochain mandat du chef de l'État? Bon, actuellement, le taux de croissance est estimé à 6,23%. Alors que l'année passée, il était à 8,9%. Ça, les communs mortels donc, ça veut dire que, pas. Hein. Oui, je continue. C'est-à-dire que le niveau d'activité économique a connu une vitesse d'expansion en 2022 plus importante que ce que l'on connaît en 2023. Est-ce que le contexte n'est pas pour quelque chose, les élections? Oui, bien sûr. Là, on arrive, c'est que le contexte politique sécuritaire joue. Généralement, en période d'élection, les entreprises sont un peu frileuses, un peu regardantes, ce qui fait qu'elles ne les investissent pas comme elles le font d'habitude. Ce qui fait que ce retard ou cette post-position dans les investissements a des implications sur le nombre d'emplois créés et également sur les revenus générés au sein de l'économie. Donc le contexte politique joue. Mais il n'y a pas que ce contexte politique, il y a aussi la crise, parce que nous sommes dans une économie ouverte. La crise en Ukraine est aussi un élément qui joue. Parce qu'ayant affecté certains segments de l'économie mondiale, notamment aussi le marché des produits énergétiques, il y a des conséquences. Quand le prix de l'énergie augmente, ça impacte sur les coûts de production des entreprises. Donc il y a beaucoup d'effets qui sont conjugués. Bref, la croissance économique a donc reculé et le niveau de revenus des habitants n'a pas évolué suffisamment en 2023. En ce qui concerne la stabilité, le niveau d'inflation est très élevé et selon les tendances au niveau de la Banque centrale, en glissement annuel, on est à plus de 20%, ce qui est énorme. C'est une perte importante pour l'achat qui s'observe. Et la Banque centrale aussi établit que de l'année passée à ce jour, la monnaie nationale a perdu une bonne partie de sa valeur. Alors que ça, c'est une économie verte, ce qui veut dire que la population congolaise a connu une perte importante de pouvoir d'achat au cours de cette année. Bon, quand vous ajoutez à cela maintenant tous les problèmes que nous avons sur le plan sécuritaire, problèmes alimentaires, il y a des raisons de comprendre que le niveau de vie de la population a connu un recul. Selon les chiffres de la Banque mondiale, la RDC a un taux de pauvreté de 62%. C'est quand même préoccupant. Alors que la moyenne subsaharienne est de 34,4% si je ne me trompe pas. Donc ça montre que... Donc, en dépit de tous les discours, en dépit de tout ce qu'on a eu à écouter, la RDC connaît tout le temps des régressions. Oui, la situation n'est pas très reluisante. C'est vrai qu'en 2022, il y avait quand même une plus forte croissance, quelques résultats un peu plus meilleurs, mais il y a encore des défis qu'il faut relever. C'est pour ça que vous voyez dans le discours du chef de l'État, il fait des promesses. J'ai suivi le professeur Moukoko parler des 6 engagements. Vous n'aimez pas les promesses? Non, il faut aimer les promesses, mais aussi il faut aller dans l'action. Le professeur a parlé des 6 engagements, c'est bien. Et il a commencé par la question de l'emploi. Il a aussi parlé... Ce n'est pas le professeur, c'est le chef de l'État qui a parlé des 6 engagements. Non, je dis que moi j'ai suivi le professeur sur Top Congo. Qui relaie le chef de l'État? Oui, bien sûr, mais j'ai suivi le professeur. J'ai entendu le professeur parler. Et donc, non, mais j'ai travaillé avec le professeur Mkoko, c'est quelqu'un c'est une personne qui m'est très proche.
c'est une grande relation. Je connais le professeur Mokoko depuis les années 90. Non, départissez-vous de votre relation. Non, C'est une critique objective. Non, sur en fait... les 6 engagements. Non, ce sont des choses qui sont pertinentes. Il a parlé de l'emploi, et c'est normal. Qui ne sait pas que pour aider une population à sortir de la pauvreté, il faut créer des emplois. Okay. Et il a parlé des emplois, c'est bien. Il a évoqué la question du pouvoir d'achat. Oui, il a évoqué ces questions. Et donc, toutes ces questions-là sont intéressantes. Mais quand on le dit, c'est pour dire qu'on a remarqué qu'il y a encore un besoin à satisfaire. Parce que si on avait créé ce genre d'emploi et qu'il n'y avait plus de besoin, on n'en parlerait plus. S'il y avait la stabilité qui était garantie, on n'en parlerait pas. Si on en a parlé en termes d'engagement, c'est qu'il y a des problèmes. Il faut maintenant mener des actions pour que cela devienne réalité et que la population se retrouve derrière la matérialisation. 2023, nous sommes au mois de décembre, c'est déjà la fin de l'année. Oui. Vous coterez combien? Vous donnerez combien sur 10 au gouvernement congolais? Sur la gestion de l'approche économique pendant l'année 2023. En tout cas, moi, je ne suis pas très satisfait, surtout avec les dérapages qu'on a connus sur le plan macroéconomique. Vous donnerez combien? Bon, sur l'échelle de 10. Vous donnerez combien? Pour ceux qui ont la gestion macroéconomique, je donnerai moins de 5. Moins de 5. Moins de 5. Donc, ils n'ont pas réussi. Même pas donc, le Premier ministre, vous avez votre cote. Moins de 5. Oui, en tout cas, pour ceux qui ont la gestion macroéconomique, là... C'est de la moyenne. Ah oui, en tout cas, les dérapages qu'on a connus sur le plan macroéconomique, pour moi, c'est un élément assez dangereux. Et l'élément qui me choque le plus, c'est que les réserves ont atteint 5 milliards, mais la monnaie n'a fait que perdre continuellement de sa valeur. Et ces questions-là de mobilisation de réserves publiques, on les a soulevées. De manière directe, la responsabilité, vous mettez sur quelle institution? Pas individu. Maintenant, commençons par les institutions. Quelle est l'institution pour vous qui semble être défaillant dans la gestion de cette inflation? Bon, c'est d'abord la Banque centrale qui est responsable de la gestion monétaire. Okay. Ça va? Oui. Mais il y a beaucoup d'acteurs qui interviennent parce que, en fait, ici en RDC, nous sommes dans un contexte où plusieurs forces interagissent. Il y a des fois un méli-mélo, ce qui fait que des fois la Banque centrale perd le contrôle de certains leviers de son action parce qu'il y a trop d'interférences. Est-ce que la Banque centrale joue correctement ou pleinement son rôle de superviseur du secteur financier? Est-ce que la Banque centrale a aujourd'hui le pouvoir de se départir de contraintes et des forces politiques qui pèsent sur elle? Voilà, justement, c'est ce que je sentais d'évoquer. Pour dire que la Banque centrale, est-ce qu'elle arrive à jouer son rôle pleinement? Pourquoi n'arrive-t-elle pas à jouer son rôle pleinement? Alors que dans le monde, les gouvernements font des efforts pour rendre les banques centrales plus autonomes. Question de garantir l'efficacité de la politique monétaire, par exemple. Donc là aussi, il y a des problèmes. Décidément, on a trop de problèmes. Mais même la question des réserves ici. Décidément. On nous a parlé des réserves. J'insiste là-dessus. On nous parle des réserves de 5 milliards. Mais quand la monnaie s'effrite, on n'arrive pas à contrecarrer cette perte de pouvoir d'achat. Comment vous expliquez ça? Parce que le rôle des réserves, c'est ça. Je peux reprendre que papa dise aux enfants que j'ai $1 million en banque et les enfants meurent de faim. Je crois qu'on a parlé de la situation de la francophonie, on a parlé de la revue annuelle, on a parlé également vous avez évoqué déjà la question du taux de pauvreté. De manière très claire, on va changer de chapitre avant de passer à la question électorale sur le contexte économique. La plupart des Congolais qui suivent Alexandre Chou aujourd'hui diraient, au regard de tout ce que vous évoquez ici, Alexandre Chou, je prends le ministre des Finances, que feriez-vous dans un état où les contraintes politiques sont énormes? Qu'allez-vous faire pour pouvoir redresser sur base des éléments évoqués, les indicateurs de 2023? Quelle est pour vous la meilleure solution pour pouvoir résoudre ces problèmes? Ministre des Finances, je remettrai totalement de l'ordre au niveau des administrations financières. Il n'y aura plus d'interférence dans la collecte des recettes. Personne ne peut, général ou pas, ministre ou pas, conseiller à la primature, à la présidence, c'est pas mon problème. Président ou pas? Oui, je dis au président de la République, mais en fait, le problème, c'est quoi? Le président, il faut l'aider. Le président de la République n'est pas un homme qui connaît tout. Chacun de nous a un domaine. Moi, je parle l'économie, c'est mon domaine. Si aujourd'hui, vous me demandez d'opérer un malade, je ne le ferai pas, je ne suis pas médecin. Donc, le président n'est pas censé avoir toutes les connaissances, mais il faut que les collaborateurs lui apportent des choses. Et quand ça ne marche pas, il faut lui dire, Excellence, ici, il y a telle chose. Vous lui expliquez le bien fondé et vous lui montrez. Et quand vous agissez et qu'il voit les résultats, il va vous accompagner. Je suppose que c'est ça la logique. Mais c'est parce que des fois, nous, on profite des fois certaines faiblesses pour se servir. C'est ça l'homme congolais. Nous devons changer de paradigme, notre façon de faire les choses. Donc, au niveau des administrations, mettre fin à toute forme d'interférence. Renforcer les mécanismes de prévision des recettes de l'État.
et faire un suivi très rapproché. Et en cas de... On prend des mesures. Quand une entreprise déclare une perte, il faut que l'on puisse vérifier. Parce que c'est déclaratif. Mais quand c'est le cas et qu'il y a une initiative pour vouloir chercher à savoir la vérité, les coups de fil passent. DGI, arrêtez de faire ce que vous voulez faire. Ça veut dire quoi? Ça s'est fait dans ce pays. Donc vous voulez dire que Nicolas Kazali ne fait pas ce que vous êtes en train de dire là? Ah mais il doit nous prouver parce que les recettes sont à quel niveau? J'ai suivi les gens en train de discuter ici sur le niveau des recettes. Mais quel était par exemple le taux d'exécution des recettes à l'échéance fiscale d'avril? Il était prévu, je crois, 3 000 milliards. On n'a fait même pas 1 500 milliards. Donc on était à moins de 50% du taux de l'exécution. Oui. Ok. Parlez, vous êtes, n'est-ce pas, vous êtes les chevaliers de la plume et vous avez l'information. Mais allez sur le terrain, menez des enquêtes auprès des agents percepteurs des impôts dans les administrations financières qui vous disent ce qu'ils disent aux gens, ce qu'ils ont comme difficulté. Et comme ça, donc si on agit là, on va d'abord conforter les recettes de l'État. Et on remet de l'ordre dans le processus d'exécution des dépenses. On rationalise les choix. Il y a certaines dépenses qui ne méritent pas d'être. On doit éviter. La matière, elle est tellement abondante. Hein, oui, donc on doit passer, mais il y a lieu de faire quelque chose. Je pense que si au niveau des finances publiques, beaucoup de choses se font, on va donner à l'État les moyens. Et si on renforce la qualité des choix au niveau du gouvernement, vous allez voir ce qui va résulter. Ce qui va résulter. Ok. Mesdames, Messieurs, si vous nous suivez, on est dans la deuxième partie de ce plateau spécial. Ici, cette fois, on va parler de questions électorales. On a parlé économie, on a mélangé un tout petit peu avec les questions politiques et sécuritaires, mais là, on parle élections. On va le prendre de manière amassée, on va essayer de lire un peu le kibo d'Alexandre Choué, son regard sur la question électorale, mais de manière directe, on va commencer par la question principale. Alexandre Choué, on a comme l'impression que la période électorale est devenue aussi une période de vache grasse où le caisse de l'État saigne. Mais la vraie question, si vous posez à un politologue, il vous dira les évidences sur la nécessité des élections, mais sur un regard économique. Est-ce que les élections sont facteurs de développement, à votre sens? Oui et non. Comment ça? En fait, les élections nous aident à choisir les animateurs des institutions. C'est ça le rôle des élections. Et si on opère des bons choix et que ceux qui prennent la direction du pays posent des actes allant dans le sens d'améliorer la marche du pays et de nous amener vers le développement, là, nous dirons que le processus a concouru au développement. Mais si nous opérons des mauvais choix et que cela ne profite pas, alors là, on aura raté. Parce qu'il n'est pas dit que élection égale développement. Parce qu'au-delà des élections, il y a l'action qu'il faut mener au niveau du gouvernement pour créer une économie forte, créer des emplois, créer des revenus, donner à la population l'occasion de mieux manger, d'aller à l'école, d'aller à l'hôpital, de vivre décemment. C'est ça en fait. Donc, ce n'est pas un lien direct. Et c'est souvent ça la difficulté, c'est que chez nous, en Afrique, la politique est prise comme étant un mécanisme de conquête de pouvoir. Une fois qu'on est là, on cherche à répondre aux besoins du groupe ou du groupement politique, sans tenir compte du fait qu'on a accédé au pouvoir ou à des fonctions publiques pour servir l'intérêt collectif. Ça, c'est un élément qui dérange. Donc, il faut qu'on puisse casser cet élément qui... Sommes-nous prêts à arriver à cet idéal-là? Nous devons votre regard sur le processus électoral. Je profite de l'occasion pour vous poser cette question-là. Que pensez-vous du déroulement du processus électoral en RDC? Votre regard sur ces processus électoraux particulièrement. Bon, en fait, il y a beaucoup de questions. Parce qu'en fait, vous savez, ça je vais encore le dire, il ne faudrait pas que les décideurs politiques pensent que lorsque certaines personnes font des remarques qu'on le fait pour enquiquiner. Non, c'est une question de la République. Ça nous concerne tous. Le pays n'appartient pas à un individu, à deux individus, mais à tous les Congolais. Ça veut dire que quand nous soulevons certaines questions, c'est pour l'intérêt du pays. Regardez très bien, lorsque le processus a commencé, on a eu les cartes d'électeurs et nous avions fait remarquer que ces cartes posaient quelques problèmes. Aujourd'hui, ça nous a pas rattrapé. Du moins, la première série. La première série des cartes d'électeurs. Oui, ceux qui sont dans l'ère numéro 1.
Parce que les autres Je 2 suis- heures, la CENI s'est déjà expliqué. je suis Il y avait parmi- déficit au niveau à ces niveaux-là. Bon, je ne sais pas, mais moi, je suis parmi les derniers à avoir. Et puis, on vous propose même des duplicata. Oui, c'est de l'argent qu'on dépasse encore. Non, mais c'est gratuit. Cher ami, Ça s'entend gratuit que- par qui, pardon? Gratuit Par la qui? CENI, Gratuit par... l'obtention des duplicata est gratuite. Gratuit, ah non, cher ami. Oui, mais dénoncer les policiers qui vous rançonnent en complicité Non, on ne avec parle les pas des membres du policiers, je bureau. parle de la CENI. La CENI a pris l'argent pour... et les papiers, ça vient d'où? L'encre vient d'où? Des duplicata. Non, la CENI, L'argent l'information vient c'est que la CENI l'a déjà dit. Les duplicata L'argent, on en sont a. délivrés gratuitement. Non, vous n'avez pas compris ce que je dis. Hein, Je dis ceci. hein. Les duplicata, c'est un papier, n'est-ce pas? Oui. On imprime des choses, n'est-ce pas? Hein. Le papier, là, on le ramasse. L'encre, là, qu'on utilise, là, on La ramasse. CENI, dans son budget, prévoit toujours de cas Il y d'avance. a- c'est l'argent de Il y a l'État. des prévisions, non? C'est l'argent de Il y a l'État. des prévisions. Non. Mais Pourquoi dépenser 2 fois alors qu'on aurait pu dépenser une seule fois? Eh bien, c'est pour dire que la dépense n'était pas de qualité. Voilà, c'est tout. La dépense n'est pas de qualité. Il faut reconnaître donc, il y ça. a un problème. Mais oui. Au niveau du CART, le fournisseur s'est expliqué comme la faute provenait du fournisseur qui a compensé son manque par la CENI. Je peux confirmer Mais au non, professeur mais que non. ce n'est pas la dépense de l'État. Le fournisseur s'est rendu compte de son erreur et a corrigé son erreur par le duplicata. donc, il a supplié à ces Il a problèmes. suppléé à Donc, ces il n'y a plus de problèmes. problème, donc la CENI ne va plus débourser. La CENI n'a pas déboursé un rond. C'est trop beau pour être vrai. Mais c'est une information réelle. Non, Mais pourtant, c'est la juste pour dire véracité. quoi. Non, c'est pour Voilà. vous dire quoi? C'est que si on veut changer les choses, on doit faire un effort pour que les dépenses soient de qualité. Ok. Faites bien les choses une fois pour toutes. C'est pour ça que même quand on doit faire une dépense au l'État, avant même de poser l'acte, on prend des cotations, on regarde, on compare, on fait le rapport prix-qualité. Et une fois qu'on s'assure que c'est bon, là on avance. Mais quand on ne fait pas, ça pose problème. Certains experts de la CENI nous ont même dit que les équipements laissés par l'équipe précédente auraient pu encore servir. Si, ils vont servir. Mais il y en a, non? Il y a d'autres qui ont été laissés donner dans certains pays, ça semblerait. On Mais a non. suivi. La CENI n'a pas communiqué. Mais à ça. apparemment, Ça, c'est vous des- attendez parler, vous êtes dubitatif. Il n'y aura pas d'élection Non, le 20 décembre. non, je n'ai pas encore fini. En fait, j'étais en train de vous faire remarquer que... Non, en fait, c'est quoi? C'est que quand nous faisons des choses aussi importantes pour la République, faisons-le avec beaucoup d'amour et d'abnégation et de sacrifice pour garantir aux Congolais des services de qualité. Parce que les élections, c'est un rendez-vous important. Vous accusez Denis Kadima. On avance. On n'a pas fini notre J'ai échange. l'impression que vous donnez. Non, mais laissez-moi avancer. Avancez, mais Oui. vous accusez Denis Kadima. Non, j'accuse pas. Il doit plutôt nous rassurer sur la qualité du processus, c'est ce que nous voulons. Il n'y a pas autre chose. Il ne rassure pas. Je dis ceci. Nous avons déjà fait 3 cycles électoraux. Ça, c'est notre 4e cycle électoral. Et donc, nous avons une certaine expérience en ce qui concerne le déploiement, par exemple, des équipements. En ce qui concerne la publication des listes des électeurs. En ce qui concerne l'organisation des bureaux. Ok. Tout ça, nous avons une La expérience. formation, tout ça. La formation des agents, Des tout agents. ça. Aujourd'hui, nous sommes à 15 jours, n'est-ce pas, des élections. Est-ce que tous ces préalables sont satisfaits? Malheureusement, on n'est pas là pour répondre. Non, oui, non, justement, je n'ai pas demandé que vous me répondiez, mais j'ai posé la question pour dire Par que déduction, une personne... vous dites qu'il n'y aura Non, pas élection le non, 20 décembre. Non, je peux dire qu'avec tout ça, on souhaiterait que les choses s'activent dans les quelques jours ici, mais que ça se fasse bien parce que on veut des élections qui rassurent. Et pour ça, il faut que les choses se fassent correctement, calmement, dans la sérénité pour rassurer tout le monde. Pour ne pas donner à qui que ce soit l'occasion de vouloir contester les résultats. C'est ce que nous souhaitons. Et aujourd'hui, nous sommes donc à 15 jours du jour J. Alors, il serait important que la CENI puisse vraiment s'activer pour faire les choses calmement et bien. À 15 jours. Mais c'est la question justement, voilà pourquoi maintenant je suis dans la question. Parce qu'en tant qu'observateur analyste, je me pose la question, est-ce que tout sera fait comme il se doit, avec un bon réglage pour que ça rassure la population? C'est ça la grande question que je me pose. Mais jusqu'à preuve contraire, le président de la CENI ne fait que nous rassurer tous. Donc nous croyons à ce qu'il dit. Mais si ça n'arrive pas, vous voyez que ce serait une mauvaise chose. Et là, je pense que ça peut faire fâcher le chef de l'État et le Premier ministre en tant que pouvoir organisateur. C'est monsieur pour dire que non, mais vous nous avez rassuré jusqu'à la dernière minute qu'il y aurait. Mais si vous dites ça aujourd'hui, vous voyez un peu ce que ça fait un peu. Parce que disons-le, les gens ont dépensé pour battre campagne. Et quand on arrive à dire... Mordicus, et on espère que ces élections... Vraiment, c'est le souhait de tout le monde. Nous souhaitons qu'il y ait élection bien organisée. Ça devient un souhait, hein? Bien sûr.
Mais jusqu'à tout le monde, seul Dieu sait exactement ce qui en sera. Parce que Jésus peut revenir maintenant. Oui, là encore, c'est une question. D'accord. Avec vraiment la permission de la régie, on va prendre la dernière partie en 3-4 minutes, si ils nous le permettent. On va chuter par là. La troisième question, on va aller dans les perspectives. Là, monsieur, on a parlé de questions électorales, on a parlé de questions économiques, mais en termes des perspectives, parce que c'est de là que se reposent le gros, les attentes de Congolais. On va vers peut-être un deuxième mandat du chef de l'État, et aujourd'hui, les Congolais sont peut-être dans la vague de la campagne, qui du reste semble être très timide. Il n'y a que Félix Tshisekedi et Moïse Katumbi qui battent campagne, on ne sait pas pourquoi. Mais dans les questions de perspective, Alexandre Choué, je préférerais commencer par cette question dès l'entame aujourd'hui. Vous avez une expérience en termes de gestion publique. Vous avez eu la chance également de confronter les approches internes et des organisations au niveau international. Est-ce qu'aujourd'hui, si ce pouvoir-là, si M. Félix Tshisekedi, par l'entremise d'un autre émissaire, décidait de vous tendre la perche pour pouvoir aller dans l'idée de pouvoir apporter justement cette intelligence dans la refondation de la République, êtes-vous prêt pour la République, pour l'intérêt de la République? Je suis Congolais, je dois beaucoup à mon pays. Ce que je suis, je le dois à ce pays. Et je dois aussi beaucoup à l'Église. Je suis fils de l'Église. Okay. Et donc, je suis fils de l'ICC. Je dois beaucoup à l'Église, fils de pasteur. Et donc, je dois à ce pays. S'il faut que je fasse quelque chose pour le pays, je le ferai. Et s'il faut que je lui donne des conseils, je lui donnerai des conseils. Et je lui dirai ce qu'il faut lui dire pour changer. Okay. Et s'il voudra, ce sera à son avantage. Vous dites oui. Vous dites... Mais c'est comme quand on drague une femme, on ne dit pas forcément oui. Non, je lui dirai ce qu'il y a à dire. Et s'il veut que les choses aillent de l'avant, je lui propose les remèdes. Je lui dirai. Parce que là, puisqu'on en parle, il faut qu'il y ait un gouvernement efficace. Et souvent, chez nous, l'efficacité du gouvernement est tuée par plusieurs vecteurs. L'un des vecteurs, c'est la taille du gouvernement. Diminuons la taille du gouvernement. S'il a son deuxième mandat, qui diminue la taille du gouvernement. Aujourd'hui, nous sommes à 60 ou 59 membres, c'est pas... Non, c'est trop. Il faut diviser ça en deux. Non, pour moi, si on peut mettre maximum 27 membres, de plus 30, ça va. Ça fera une économie budgétaire importante pour le pays. Et ça va dégager des ressources. Imaginez, par exemple, si un ministre gagne 30 000 $ le mois. 30 ministres, ça fait 900, n'est-ce pas? Dis-moi donc, l'an, ça fait combien? Voilà un peu ce qu'elle fait. Donc, ce sont des dizaines de millions de dollars qu'on peut utiliser pour financer l'éducation, la santé, tout ça. Autrefois, nous avons et là, on ne parle que du salaire. S'il faut prendre également les frais de fonctionnement. Frais de fonctionnement, frais d'émission, tout ça, donc on peut faire des économies importantes. Sur les trains de vie. Oui, et donc ça c'est quelque chose qu'il faut faire. La première perspective. Oui, et cette attitude-là doit être envisagée également au niveau de son cabinet à la présidence, et au niveau des cabinets aussi des différents ministres, même au niveau des bureaux du Parlement. On doit réduire la taille des gouvernementales. On doit avoir des job descriptions pour chaque poste ministériel. Je l'ai dit à l'époque comme par hasard, mais ça nous rattrape. Mais non, aujourd'hui, vous me nommez moi ministre de la Santé pour que je fasse quoi? Vous me nommez un médecin ministre des Finances ou du budget. Mais c'est l'administration, hein. Il peut se faire entourer et puis ça va aller. Non. Le ministre doit porter une vision. Le ministre doit porter une vision. J'ai formé plusieurs personnes en province. Et beaucoup de gens que j'ai formés en province m'ont dit ceci: merci pour la formation qu'on donnait en ce qui concerne le cadrage macroéconomique, tout ça, mais il serait bien que vous donniez ça aussi aux gouverneurs et à nos ministres. Parce que des fois, quand on leur apporte maintenant les éléments de réflexion selon les orientations que vous donnez ici, ça devient un problème. Et ils se disent que... Mais ce sont les secrétaires généraux qui sont des techniciens. Hein? Non. Le ministre doit aussi avoir la connaissance dans le secteur. Okay. Pourquoi on va à l'école? Pourquoi est-ce qu'il y a des filières? Pour réussir dans la vie. Okay. Non, mais laissez-moi un peu continuer parce que c'est très important. Vous avez la ça, c'est très important. Parce qu'en fait, 2 minutes, si on peut. On soulève souvent ici cette question de népotisme, corruption, tribalisme, tout ça. Mais ce sont des questions qu'il faut régler. Je donne un exemple. Quand on nomme le gouvernement, le Premier ministre prend généralement un décret qui fixe la taille des cabinets. Moi, je souhaiterais que ce décret-là soit modifié. En plus de fixer la taille,
il faudrait qu'on ajoute d'autres dispositions pour bloquer certaines pratiques qui dérangent. Disposer par exemple que dorénavant, aucun ministre n'a le droit de travailler avec un parent à lui de premier degré. Son enfant direct. Même s'il est compétent. Oui, oui, qu'il aille travailler ailleurs. Pour éviter justement des conflits d'intérêts, de compétences, tout ça, et un méli-mélo et la confusion. Parce qu'il arrive que dans les cabinets ministériels, certains collaborateurs ont du mal à parler ou même faire le travail parce que non, l'enfant du ministre... Le frère du oui, président. Ça, oui, oui, il faut arrêter ça. La belle-sœur. Oui, il faut arrêter. C'est pas normal. Ça tue l'efficacité du gouvernement. Il faudrait qu'il y ait des job descriptions pour tous les postes au niveau des cabinets. Et quand on met les gens, on regarde le CV et le casier judiciaire. Ça se fait toujours. Non. Ça se fait toujours. Jamais. On dépose toujours. Où? Chaque membre du gouvernement a toujours été informé à la Je vais vous dire que vous savez que je vais dire quelque chose. Il y a ces choses qui se font, qui choquent. Est-ce que vous savez que normalement, comme ça, on ne peut pas payer quelqu'un avec l'argent du Trésor s'il n'y a jamais eu un arrêté pour nommer le cabinet? Parce qu'en matière de finances publiques, seul un arrêté annule un autre arrêté. Pas une liste comme ça, non, les membres du cabinet et on paye les gens. Non, non, non. C'est une entorse du point de vue des finances publiques. Parce que les finances publiques se fondent aussi sur la loi. Okay. Donc, il faudrait corriger ce genre de choses. Donc, si on prend de telles dispositions, ça va réduire le népotisme, ça va consacrer l'efficacité. Il faudrait que l'on change la manière d'organiser l'action gouvernementale. Et comment faire fonctionner le gouvernement? Il faut qu'il y ait des lettres d'émission pour chaque ministre. Il faut que le Premier ministre, avec les vice-premiers ministres qui gèrent les commissions gouvernementales, se retrouvent pour évaluer et qu'il y ait des sanctions. Il ne faut pas juste... Moi, je demanderais à Gardi Diana de négocier encore un nouveau plateau pour parler de tout. Parce qu'on n'a pas suffisamment assez de temps. Mais moi, j'aimerais vous poser une dernière question sur la politique. En une minute, si vous pouvez répondre. Donc, voilà. Alors, que pensez-vous du duel Tshisekedi-Katumbi concernant les élections? Ça, deuxième chose, et nous avons comme l'impression que l'opposition n'existait plus. Hein. Katumbi a raflé tout, il a pris Matata, il a payé, il a pris Denis Sanga, il a payé, il a pris le jeune Seth Kikouni, il a payé. Où allons-nous? Bon, effectivement, comme Mike l'avait dit tout à l'heure, on est en période de campagne, mais tout tourne autour de deux secteurs actuellement, apparemment. Il s'agit du président sortant et du président du parti Ensemble. C'est ça la tendance qui se dessine. Bon, ça peut s'expliquer parce que Félix Tshisekedi étant président sortant, il jouit de l'aura en tant que président en fonction, donc c'est normal, n'est-ce pas? Et Katumbi, c'est aussi un grand acteur dans l'opposition. Il y a surtout l'argent, il faut le dire. Oui, mais un grand acteur, oui, un grand acteur parce que justement, la politique s'est fait avec des moyens. En termes de programme, il n'y en a pas. Bon, il a son programme que j'ai vu là, c'est vrai qu'il y a... Critique. Non, ça va, c'est son programme à lui, c'est une vision qu'ils ont... Mais Tshisekedi aussi a un programme critique. Bon, il avait déjà parlé des sites. Oui, en fait, ce sont des œuvres humaines, elles sont perfectibles, parce que si on doit analyser, je peux... on aura le temps prochainement, aujourd'hui. Mais donc, bref, c'est pour dire qu'effectivement, ce sont les deux acteurs qui semblent mener la danse, mais bon, c'est un duel, on va voir ce qui va en résulter, parce que les gens de Tshisekedi sont en train de marteler sur le fait que Katumbi n'est pas congolais à 100%. Non, ils disent qu'il est candidat dès l'étranger. Non, pas il est étranger. Non, certains l'ont dit. Maladroitement. D'autres disent qu'il est candidat d'étranger. Bon, ils peuvent avoir leur raison, mais bon, il faut le démontrer et le prouver à la population pour que la population prenne conscience, parce qu'il y a la population qui décide au bout du compte. Ce ne sont pas des propos incendiaires, j'espère. Quand on lui a demandé de présenter maman, il a dit chez lui, il n'y aura pas de maison civile. Ce ne sont pas des propos incendiaires. Ce sont des propositions, en fait, ce sont des idées. Il est dit... C'est quoi, réduction des trains de vie? Peut-être, ça dépend. Mais en fait, c'est à lui d'apporter la position, mais au moins, il l'a dit. Mais au-delà de ça aussi, il y a aussi la question de la gouvernance. Parce que nous devons regarder, d'une part, cette question de la nationalité, parce qu'elle est importante, on ne peut pas en parler. Mais il y a aussi la question de la gouvernance. Je pense qu'il y a aussi certaines choses que les pères et les mères est différent des gouvernances. Hein. Oui, oui, parce que c'est une chose aussi que les opposants soulèvent, devraient aussi attirer l'attention du président Tshisekedi, même s'il a un deuxième mandat, il doit savoir que oui, lors de mon second mandat, il y a telle chose qui ont fait l'objet de discussions. Il faut que je corrige. Parce que je l'ai dit une fois à la télévision, je l'ai dit encore ici, il porte un nom. Nous avons grandi à l'époque de Mobutu et
nous savons qui est Étienne Tshisekedi. Il porte ce nom-là. Donc, il doit faire honneur à ça. oui, oui, c'est un nom qui... non, Bon, Matata, Setski Kouni, bon, ça c'est... c'est Sanga, on en parlera prochainement. On en non, en parlera fait, ça, prochainement. bon, c'est un choix qu'ils ont opéré. Hein. En fait, c'est apolitique que s'ils ont estimé qu'ils n'étaient pas à la hauteur de la compétition. Oh, Peut-être. Faut parler en français. Non, On non, en va fait, finir. non, en fait, On va c'est-à-dire que, finir. non, la RDC c'est un... avec tous ces discours de Matata, avec tous ces discours de Setski Kouni, avec tous ces discours Ce de rêve du Congo qui a été mais- vendu. Non, non, non. l'engagement politique des délices et Sanga, par exemple. Non, avoir un rêve, c'est une chose, mais avoir la capacité Je de rêve du matérialiser un rêve, c'est aussi autre chose. C'est autre chose. Mais le Congo, c'est un continent. Et il y a plusieurs réalités dans ce continent. Et si vous avez du mal à surfer ou à établir des relations bonnes avec les gens à gauche, à droite, ça vous devient difficile. Le message est passé. Merci. Malheureusement, on n'aura pas de mot de la fin. Ce qui est sûr, c'est qu'on va revenir. On va revenir sans doute pour pouvoir continuer ce travail parce que la matière est abondante. Peut-être avant le vote, on reviendra ici pour refaire un deuxième plateau, cette fois-là pour entrer. On verra s'il y aura l'élection ou pas. Mesdames, Messieurs, c'est par ici qu'on met un terme à ces plateaux spéciaux avec Alexandre Choué, qui est professeur d'université, économiste, conseiller pendant plusieurs gouvernements à la primature, mais aujourd'hui aussi consultant au niveau des organisations internationales, qui nous a fait le plaisir de parler de la question du Congo, décrypter un peu la question économique, surtout faire de propositions au gouvernement et particulièrement au chef de l'État pour l'intérêt de la République. Merci à Marlon Kachamou pour la pertinence et l'interrogation d'un très bon niveau. Je crois qu'on va vous dire au revoir. Merci également à la grande équipe de Congo Buzz qui a réalisé et produit cette émission. D'ailleurs, vous allez suivre aussi ces programmes sur cette chaîne et d'autres chaînes partenaires. Sinon, au revoir et merci beaucoup. À très prochainement. Que le Congo gagne, c'est l'essentiel.